C'était magnifique à Notre-Dame, un aperçu de ce qu'était la France. Elle n'avait pas encore perdu son âme, aura-t-elle encore une chance? Donald Trump était là-bas, à Zelensky demanda à cesser le feu immédiat, de stopper tout ce fracas. Nous apprenons ce matin qu'est tombé le monstre Bachar. En Syrie, l'histoire immédiate qu'il s'entretue tous ces cafards. L'envers, les hyènes et la pression sur Giorgia Meloni, qui veut en finir pour de bon. Après la France et l'Italie, en Russie, Vladimir Poutine prépare ses bombes nucléaires sur un monde déjà en ruine. Après la France et l'Italie, en Russie, Vladimir Poutine prépare ses bombes nucléaires sur un monde déjà en ruine. Rien de tel qu'une bonne guerre. Israël s'enfonce encore, un peuple à la nature, qui ont pour chef Voldemort et les rabounissent et nourriture. Voilà pour le 8 décembre, je vais aller voir la messe à Notre-Dame, sans mélange, en pleine joie, en pleine liesse. En Syrie, l'histoire immédiate qu'il s'entretue tous ces cafards. Van der Leyen met la pression sur Giorgia Meloni, qui veut en finir pour de bon. Après la France et l'Italie, en Russie, Vladimir Poutine prépare ses bombes nucléaires sur un monde déjà en ruine. Rien de tel qu'une bonne guerre. En Russie, Vladimir Poutine prépare ses bombes nucléaires sur un monde déjà en ruine. Rien de tel qu'une bonne guerre. Tout le 8 décembre, je vais aller voir la messe à Notre-Dame sans mélange, en pleine joie, en pleine liesse. The U.S. has a long-standing policy that we do not negotiate with terrorists. Then why is the U.S. now negotiating directly and for the first time ever with Hamas? Well, when it comes to the negotiations that you're referring to, first of all, the special envoy who's engaged in those negotiations does have the authority to talk to anyone. Israel was consulted on this matter. And look, dialogue and talking to people around the world to do what's in the best interest of the American people is something that the president has proven is what he believes is good faith effort to do what's right for the American people.
버스가 있고요. 저쪽으로 못 입고 있으면 그쪽으로 오시는 게 낫지 않겠냐. 전화 안 받으시는데요? La Commission européenne propose un plan. Pour la première fois, c'est un plan intégré qui à la fois protège le secteur, le finance, apporte également des solutions avec des objectifs qui sont restés ceux du Green Deal avec les objectifs de décarbonation. Et puis, on va également protéger ce secteur-là d'un point de vue de la concurrence déloyale à l'étranger. On a déjà des mesures sur les voitures chinoises. On aura également des contraintes à apporter sur les composants, et donc les composants de la voiture. Ils doivent être maintenant made in Europe pour certains. On est en train de travailler à cette liste. On prépare la guerre et qu'il a choisi la confrontation plutôt que la coopération et que finalement c'est encore les salariés qui vont payer. Ça m'inspire qu'on va partir en troisième guerre mondiale à cause de notre président. Et je ne vois pas pourquoi on mettrait le pays en guerre. Je pense qu'on en a assez fait pour l'Ukraine. Ce que Trump a dit, il a raison. Géronte fine, Macron est trop avec une pédophile, mais surtout un pauvre con. I'm not going to make any announcements about any invasions of Mexico here today. The president has a megaphone, and of course he'll speak to these issues as he feels necessary. But what designating cartel organizations allows us to do is deploy the full resources of the United States military to engage in serious border enforcement. Of course, the president is going to make the determination about how we deploy those forces. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. Tyran de la nation, sadique avec passion, un tout petit étron, il s'agit de Macron. Собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России. Это, конечно же, угроза. В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать, Наполеона, Гитлера, господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили, надо завоевать Россию, надо Россию победить. Он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе. Not just words, we feel it. It's very important. You made a strong signal to Ukrainian people, to Ukrainian warriors, to civilians, to all our families. And it's great that we are not alone. We feel it.
and we know it. Thank you so much for everything. Notamment certains il serait temps qu'elle dégage. Bon, bah oui. Mais j'ai encore de l'énergie, comme vous, et des idées pour l'île. Mais c'est vrai que le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération. Et je le fais vraiment avec une très grande sérénité. Et j'allais presque dire avec un vrai bonheur, même si le cœur est pincé, bien évidemment. Parce que je sais que cette équipe, elle est belle. Je sais qu'ils ont de beaux projets pour l'île. Tyran de la nation, sadique avec passion, en tout petit étron, il s'agit de Macron. Oh, 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 en gérant ta file, Macron le tronc. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Are you climbing through a police cordon? Somebody else says it, you're not. Oh, no, you're not. You're not. Don't lie. Do not cross. Je vous parle, 20 personnes ont été mises en examen depuis les premières présentations. Aujourd'hui, 8 personnes sont en cours de déferment devant les magistrats instructeurs. Je vous rappelle qu'ils sont au nombre de 3 et passeront ensuite devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une procédure d'enquête qui a été suivie et pilotée dans un premier temps par les magistrats du parquet de la Junalco, les juges d'instruction rattachés à cette juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée et puis également par les juges des libertés et de la détention. Et décollage. La propulsion est nominale. Pilotage calme. L'an dernier, on avait eu un premier succès, mais c'était un vol de qualification. Aujourd'hui, c'était le premier vol commercial en tant que tel. Maintenant, comme vous le savez, on a plus de 30 lancements en carnet de commandes, ce qui est énorme. On a des années de carnet de commandes devant nous. Mesdames et messieurs, voyageurs de la ligne de pouvoir nous rendre au sud de la ligne. Merci. It's more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don't have the cards. They don't have the cards. As you know, we're meeting in Saudi Arabia on sometime next week, early. And we're talking, I find that in terms of getting a final settlement, it may be easier dealing with Russia, which is surprising because they have all the cards.
a bit confused. Everything is going on Trump's whims, and he's completely unstable, and I think he enjoys the attention. Horrible. Yeah, it's tumultuous. Ruined our relationship with the U.S. I don't think anything will improve until he's gone. And the entire Republican Party, they're toxic. And I think he's just essentially just a showman. He's doing things for show. He has a lot of short-sightedness. So I think he's just trying to, do something. Произошел вот такой удар, резко. Просто ударила и все. Я больше ничего не поняла, что произошло. После этого мы выбежали на улицу. Моей дочке начали оказывать, скорая помощь сразу приехала. Я не поняла, где она. Я сразу начала бежать, забирать документы. Кинулась, дочки нема. Потом спрашиваю у людей, они говорят, ваша девочка была в розовом костюме? Я говорю, да. Ее забрали на приемный покой. Она сидела, у нее лицо вот так было располосанное, рука была перебинтованная. Все, я начала кричать. После этого я ничего не помню. Меня начали медики уже вот так бить по лицу. Я потом напомнила, что я поняла, что я без сознания была. В общем, так. Я был на работе. Хочеться, щоб все це скінчилось скоріше, і всі повернулись додому і жили в своїх будинках, квартирах. Occidentale à l'Ukraine. Les États-Unis sont, depuis le début de l'invasion russe de 2022, le principal fournisseur d'armes à Kiev. Mais après la vive altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, Washington a annoncé une suspension de son aide militaire. Une décision qui met la pression sur le président ukrainien pour qu'il engage des négociations de paix avec Moscou. I don't think you'd be a tough guy without the United States, and your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. You don't have the cards. Sur les 170 milliards d'euros d'aide militaire promis par les alliés de l'Ukraine, notamment les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni, depuis le début de l'invasion russe, 130 milliards ont déjà été livrés ou alloués à des équipements précis. L'aide américaine, approuvée sous l'ancienne administration de Joe Biden, est déjà très largement soldée, mais il reste encore des équipements et armes à livrer. Ce sont ces livraisons que Donald Trump a décidé de suspendre. Well, I just think he should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. We've given them much more than Europe, and Europe should have given more than us because, as you know, that's right there, that's the border. Le rapprochement de Washington avec Moscou a pris de court les alliés de Kiev et forcé l'UE à réagir. Un plan ambitieux de près de 800 milliards d'euros a été adopté par les 27 à Bruxelles pour renforcer la défense de l'Europe et soutenir l'Ukraine. This is a watershed moment for Europe. And Ukraine, as part of our European family, it's also a watershed moment for Ukraine. Europe faces a clear and present danger, and therefore Europe has to be able to protect itself, to defend itself, as we have to put Ukraine in a position to protect itself and to push for a lasting and just peace. Reste que l'arrêt des livraisons par Washington fragilise Kiev, notamment en termes de satellites, drones et autres avions nécessaires à une surveillance efficace des positions ennemies. Ради наближення миру буде мій візит в Саудівську Аравію. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд в Саудівській Аравії, України та Сполучених Штатів. ودون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص فلن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة. Vous menacera de s'emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent.
Le roi du deal est en train de montrer ce qu'est l'art du deal à plat ventre. Il pense qu'il va intimider la Chine en se couchant devant Poutine, mais Xi Jinping, devant un tel naufrage, est sans doute en train d'accélérer les préparatifs de l'invasion de Taïwan. Jamais dans l'histoire, un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi. Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Jamais aucun n'a piétiné la Constitution américaine. Donald Trump. Donald Trump. And Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. He's attacking Canadian families, workers, and businesses, and we cannot let him succeed. We didn't ask for this fight. But Canadians are always ready when someone else drops the gloves. So the Americans, they should make no mistake, in trade as in hockey, Canada will win. The time of illusions is over now. Europe is called to take greater charge of its own defense, not in some distant future, but already today, not with incremental steps, but with the courage that the situation required. Yes, the master has informed me the last sighting of the man was on the bow of the vessel, on the bow of the ship. C'est les volets de Julien. Il ouvrait ses volets. Je suis venue pour être aux côtés d'Evelyne Reber, voilà, qui est la maman de Julien. Julien qui est l'une des victimes innocentes avec Thierry d'un réfugié soudanais djihadiste.
qui a blessé par ailleurs d'autres personnes. Et je suis là parce que je ne veux pas qu'on oublie, je ne veux pas qu'on s'habitue. Perdre son enfant, c'est quand même la douleur la plus atroce qui soit. Et je suis là parce que je ne veux pas que d'autres mamans subissent ce que subit tous les jours depuis la mort de son fils Evelyne Reber. Je ne me tairai pas, je ne céderai pas à cette espèce d'intimidation morale, de la soi-disant récupération. Le discours que je le tiens depuis des années, en cohérence. Depuis des années, nous sommes des lanceurs d'alerte, nous ne sommes pas entendus. Et donc, tant que nous ne serons pas entendus, nous continuerons de dire, même si ça déplaît. Et une fois de plus, j'y reviens, je considère qu'aujourd'hui, les mesures ne sont toujours pas prises. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres meurtres comme ça. 4 ans plus tard, comment allez-vous, Madame Reber? Je vais bien pour mon second fils et mon petit-fils. Voilà. Mais quand on perd un enfant, on ne peut plus aller après. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, j'ai mon fils Clément qui me soutient. Voilà, et puis j'ai des amis qui viennent me soutenir également. Mon frère est là. Après, il est là. Il m'aidait beaucoup, il avait la rigueur et moi la folie. Oui, c'était complémentaire. Exact, mon père était là pour surveiller. Io mi vergogno di un'Unione Europea che finge di sostenere la protesta delle donne iraniane e di ricordare il coraggio della grande Mahsa Amini. Mi vergogno perché siete proprio voi che promuovete per i vostri eventi il velo islamico. Oramai sono anni che vediamo l'hijab rappresentato in chiave positiva nelle comunicazioni e sui social delle istituzioni europee. Lo abbiamo visto per la conferenza sul futuro dell'Europa, gli eventi sulla gioventù, le pubblicazioni sull'ambiente, la giornata dei diritti dell'uomo, la parità di genere e perfino per il giorno anti-omofobia. Io mi vergogno di un'Unione Europea succube dell'Islam. Io mi vergogno di un'Unione Europea che vede il velo islamico come strumento di integrazione e diversità, quando invece opprime le donne. Io mi vergogno di un'Unione Europea che gira le spalle alle tante donne che vogliono essere libere di non portarlo, di vestirsi come preferiscono, di frequentare, amare e sposare chi vogliono. Oggi più che mai bisogna ribadire che il velo islamico non è simbolo di libertà, ma di sottomissione. No al velo islamico. Grazie. Donc Emmanuel Macron a fait de la politique politicienne en prenant l'Europe comme prétexte. Je ne sais pas si l'ARCOM aura des choses à dire sur ce sujet-là, parce qu'ils sont en train de compter les virgules, les points-virgules, les points d'exclamation, les points d'interrogation de tous ceux qui prennent la parole dans les médias. Et là, on a eu quand même près de 2 heures de propagande pour l'Europe. Donc, il me semble que tout ça devrait être décompté du temps de parole des européistes, mais je pense évidemment que ça ne le sera pas. Mais on a vraiment affaire à de la politique politicienne. Le chef de l'État est rarement chef d'État. Et il est toujours dans la politique politicienne. Il s'agit de communiquer, il s'agit de préparer une élection, une réélection, il s'agit de faire perdre les candidats de ceci ou de cela en leur mettant des pots de banane sous les pieds. Il s'agit là pour le coup d'être très anti-Bardella, il s'agit etc., etc. Enfin, on voit bien que tout ça n'a pas grand-chose à voir avec la France. Alors je pense que quand il nous dit « vive l'Europe, vive la République, vive la France », il nous dit des choses très intéressantes. Le diable est toujours dans les détails. C'est-à-dire, vive l'Europe, priorité, vive la République, après l'Europe on a la République, hein, c'est dans l'ordre de priorité, c'est-à-dire si vraiment l'Europe doit primer, la République peut être seconde, et puis après on a vive la France. Voilà, c'est l'Europe, la République, la France. Les Français, éventuellement, on n'en parle même pas, ça c'est bon pour la poubelle. Donc je crois qu'il nous dit dans ce discours que l'Europe doit disposer de tous les attributs de l'État. Évidemment, le drapeau, l'hymne, la monnaie, etc., mais la souveraineté, les frontières, le contrôle aux frontières, etc., etc. Alors tout ça, j'avais cru comprendre que c'était le fascisme. La préférence européenne également est présentée. Alors ça, je croyais que la préférence nationale, c'était fasciste. D'un seul coup, la préférence européenne, c'est pas fasciste. Pourquoi donc? C'est la préférence qui est problématique ou c'est le fait que ce soit la France? Alors si défendre la France, c'est fasciste, il faut le dire. Mais si c'est la préférence qui est problématique, alors la préférence européenne est problématique. Et en ce sens, il y a fascisme à parler de préférence européenne. Quand on nous dit qu'il faut redoper l'armée européenne, mais avec du matériel européen. Ah, mais ça, c'est de la préférence européenne, c'est fasciste. Après tout, pourquoi pas aller chercher des avions américains? C'est formidable, les avions américains, les Polonais le font déjà, et les Allemands le font déjà, alors que ces deux-là sont déjà dans la logique européenne ou européiste. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une ligne chez Emmanuel Macron, parce que
Pour le en même temps, pour les médias, c'est un truc, le contraire, un truc, le contraire, un truc, le contraire. C'est Blanquer, Papendiaï, c'est etc. Enfin, on voit bien que c'est sa logique, le zigzag, mais qu'il y a quand même chez cet individu quelque chose d'extrêmement conscient. Il y a une ligne claire, c'est une nouvelle, mais chez Emmanuel Macron, haine de la France, promotion de l'Europe. C'est-à-dire que tout ce qui peut détruire la France et permettre la priorité européenne, alors on a Emmanuel Macron très logique. On ne le surprend jamais en défaut de haine de la France et dans une détestation de l'Europe. Jamais. L'Europe, c'est formidable, c'est fantastique, c'est merveilleux, aucune critique, aucune autocritique. Il n'y a pas un moment donné où il dit « bon, là-dessus, ça n'a pas été terrible, l'Europe, là-dessus. » Non, 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 c'est formidable, c'est toujours bien, l'Europe. Et la France, c'est jamais bien. Donc on voit bien que Emmanuel Macron est en campagne, parce qu'il a une Valérie Hayé qui est nullissime, pire que Valérie Pécresse. Vous m'avez manqué. On se dit, ah, ça, on a touché le fond avec Valérie Pécresse quand elle fait sa campagne pour le présidentiel. Non, 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 non. Il y a là en dessous encore la candidate Valérie Hayé des macroniens ou macronistes aux prochaines européennes. Alors il sort du bois, il nous dit un petit coup d'Europe, un petit coup de Sorbonne, un petit coup de président de la République et un discours sur l'Europe. Ah tiens, comme par hasard. Il n'y avait pourtant pas d'urgence, sauf à considérer qu'il fait de la politique politicienne. Emmanuel Macron est un politicard. Il fait avec la France ce que le pape François fait avec l'Église. Un peu l'antéchrist, le pape François pour l'Église. Eh bien, on a exactement la même chose avec Emmanuel Macron qui nous dit que, en gros, la France pourrait quand même vite fait s'en débarrasser, que ça commence à suffire à la France, et que l'Europe, ce serait tellement formidable, une préférence européenne, une souveraineté européenne. Quand j'ai démarré le Front Populaire il y a quelques années, souverainisme, souveraineté, c'était des gros mots. Quand on parlait du souverainisme, c'était vraiment la honte. Le mot même collé, poissé sur les doigts, c'était l'idée qu'on puisse parler de souveraineté, c'était l'horreur, quoi. Et là, d'un seul coup, on reprend le concept et on nous dit, finalement, on peut pas faire contre, mais si on pouvait associer souverainisme européen, ce serait formidable. Sauf que souverainisme européen, c'est haine de la France. Souverainisme français, c'est refus de l'Europe de Maastricht. C'est très clair, on ne peut pas avoir les deux, sauf chez Emmanuel Macron, où on peut être enceinte et pas enceinte en même temps. Eh bien là, c'est la souveraineté européenne et la souveraineté française. C'est pas vrai, on ne peut pas vendre les deux choses, c'est ou du poisson ou de la viande, mais c'est pas possible d'avoir les deux en même temps. Donc si la France est souveraine, l'Europe ne l'est pas. Si l'Europe est souveraine, la France ne l'est pas. C'est très simple. Quiconque ne dit pas ça est un menteur. Donc c'est très clair. Et puis tous ceux qui nous disent qu'on peut rester dans l'Europe, les Marion Maréchal Le Pen, les Zemmour, les Bardella ou les Marine Le Pen, je ne parle pas des Républicains, des socialistes, de Glucksmann, de tous les autres, puisque c'est leur fonds de commerce. Mais tous ces gens, ou des Mélenchon, bien sûr, qui laissent croire que avec l'Europe, on fera ceci, on fera cela. Non, 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 c'est l'Europe qui se jouerait de Mélenchon, ou se jouerait de Bardella, ou se jouerait de Marine Le Pen, ou de Marion Maréchal Le Pen. C'est pas compliqué, c'est souverainisme européen, ou pas, et souverainisme français. Donc, il faut que les choses soient clairement dites. Et moi, je ne voterai pas aux européennes, parce qu'il n'y a pas un seul candidat crédible, je dirais, qui nous permettrait de dire qu'effectivement, si la France doit être souveraine, alors l'Europe ne le sera pas, et qu'il faut donc sortir de l'Europe maastrichtienne. Comme c'est pas évidemment la proposition qui nous est faite, eh bien, il vaut mieux rester chez soi. Ça changera pas grand-chose d'avoir plus ou moins de Bardella au Parlement européen, ou plus ou moins de Macron au Parlement européen. Ce sera exactement la même politique, sauf à la marge de 3 choses. On dira on a déplacé 4 virgules, ça fait des années qu'on est en train de bosser, mais on a déplacé 4 virgules, on est très heureux, très fiers de ce projet qui a été le nôtre. Non, grand discours de politique politicienne chez Emmanuel Macron. Il affaiblit plus que jamais la charge présidentielle, l'image du président de la République, mais tout ça n'est pas neuf. Il aura mis 10 ans à détruire plus encore la France. Bravo. Intéressant. Pauline Condomine, journaliste de Livre Noir, qui est avec nous. Bonsoir, Pauline. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez infiltré ces groupuscules d'extrême gauche, ces groupuscules pro-palestiniens, et donc vous avez vécu à leur côté. Vous allez pouvoir nous dire qui ils sont précisément, quelles sont leurs revendications. Vous avez notamment infiltré le collectif Urgence Palestine. On le rappelle, créé à la suite du 7 octobre. Il se présente officiellement comme une coordination citoyenne, mais il entretient, comme aujourd'hui, on l'a vu, des liens très forts avec la France insoumise. Vous avez donc infiltré cette mouvance. Vous allez nous raconter, ça va être intéressant, puisque à Sciences Po, ce sont des dizaines d'étudiants du comité Palestine qui ont bloqué aujourd'hui l'école.
Comité Palestine Sciences Po, Urgence Palestine, est-ce que au fond c'est le même combat ? C'est le même combat et même ils sont concrètement liés. Le comité Palestine de Sciences Po est lié à Urgence Palestine qui réunit plusieurs collectifs. Et en fait, ils sont liés par une idéologie qui est très simple, qui est l'antisionisme et qui est tout simplement la volonté d'éradiquer Israël et que Israël soit rayé de la carte. Et moi-même, en étant justement dans ce collectif Urgence Palestine, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, des étudiants très radicalisés. J'ai rencontré notamment une étudiante de l'EHESS, donc École des hautes études en sciences sociales, qui est quand même une école assez réputée, et qui m'a dit dès le premier jour, je pense que mon école devrait être rebaptisée École des hautes études en sciences sionistes. Et donc je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit mes professeurs sont très sionistes. Par exemple, une sociologue qui est très réputée qui s'appelle Eva Illouz. Et je lui ai dit mais c'est quand même étonnant parce que c'est une sociologue qui a quand même beaucoup critiqué la politique israélienne ces derniers temps. Je l'ai vu dans pas mal de tribunes, par exemple dans Le Monde. Elle m'a dit oui mais en fait ce qu'elle comprend pas, et c'est le problème des sionistes de gauche, donc ce qu'elle appelle les sionistes de gauche, c'est que le problème c'est l'existence même d'Israël. Et en fait cette idéologie elle a gagné toutes les associations, tous les collectifs qui sont en faveur de la Palestine. Il n'y a pas d'opposition à cette idéologie-là. Ce qui veut dire, vous qui avez été vraiment au cœur de ces organisations, ce n'est pas la paix finalement, au fond, qui est revendiqué. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas simplement le soutien aux populations gazaouis. Vous le dites clairement, ce soir, pour vous, ce sont des groupes antisémites, finalement animés par l'antisémitisme. Et justement, j'ai vécu quelque chose d'assez marquant dans ce collectif Urgence Palestine. J'ai vu comment des étudiants, des personnes qui voulaient s'engager pour la paix en Palestine étaient happés par ces collectifs très radicaux. Notamment une jeune étudiante qui venait de rejoindre le collectif et qui s'était proposée de faire des affiches et qui avait fait des affiches avec des symboles de paix justement et qui les avait proposées au groupe, et les membres du groupe, les chefs, lui ont dit nous ici on évite d'utiliser les symboles de paix, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut c'est que la Palestine soit entièrement libérée et donc que Israël n'existe plus. Mais comment sont perçus les terroristes du Hamas par exemple? Est-ce que dans ces groupuscules ils en parlent et de quelle manière? Alors le Hamas est qualifié de résistance. On emploie même très peu le Hamas, on appelle ça la résistance palestinienne dans ces groupes. D'ailleurs les réunions finissent toujours par vive la résistance palestinienne en mentionnant le Hamas mais aussi le Hezbollah ou d'autres mouvements. Et donc le Hamas est clairement considéré comme un mouvement de résistance et tous les crimes qu'il va commettre contre les colons sont considérés comme de la résistance. Par exemple les viols, les crimes, les meurtres contre les civils. On explique dans le mouvement qu'il ne faut pas critiquer cela publiquement parce qu'il faut soutenir la résistance sous toutes ses formes. Et en fait, pour eux, le Hamas, c'est comme les résistants français sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, concrètement. Et ils ont le droit de commettre ces crimes-là. Ce n'est pas gênant parce qu'ils les commettent contre des représentants de l'entité sioniste qui, pour eux, est un peu l'agent de l'Occident à l'étranger qui n'a pas sa place au Proche-Orient. Mais quels sont les profils? Là, on voit quelques images d'étudiants donc devant Sciences Po Paris, donc des étudiants pro-palestiniens. Qui sont ces gens-là? D'où viennent-ils? Comment sont-ils, je dirais, biberonnés à cette idéologie? Eh bien, on a des profils très variés, effectivement. Comme le disait Madame Cluzel très justement tout à l'heure, il y a beaucoup d'étudiants qui sont biberonnés aux thèses décoloniales. Et donc, ça se traduit très concrètement par cet antisionisme radical. On a aussi des militants en fait indigénistes qui sont issus du parti, par exemple, qui a été fondé par Ouya Boutelja, le parti des indigènes de la République. On a aussi des écologistes radicaux, ceux qui font partie des soulèvements de la terre en fait, et on a aussi des profils de personnes qui sont islamistes, notamment un homme fiché S qui s'appelle Elias Dimzalen, fiché S en 2021 pour islamisme, et qui lui veut diffuser l'islamisme dans la société. Et en fait, toutes ces personnes-là se réunissent dans une sorte de convergence des luttes. Derrière cette lutte pour la Palestine, il y a une vraie alliance entre des étudiants d'extrême gauche qui nourrissent peut-être une culpabilité par rapport à leur statut d'occidental et qui sont biberonnés à des thèses décoloniales, et en même temps des indigénistes et des islamistes qui vont se réunir dans cette même lutte qui se dit en faveur de la Palestine mais qui en réalité est une lutte pour l'éradication d'Israël. Avant d'entendre Véronique Jacquier sur votre témoignage absolument sidérant, peut-être cette question, vous avez eu le courage de vous infiltrer. On imagine qu'aujourd'hui, donc vous êtes sorti de l'anonymat, notamment avec cette enquête de Livre Noir. Est-ce que vous subissez aujourd'hui des pressions ? Effectivement, j'ai reçu pas mal de menaces parce que j'avais utilisé donc un numéro spécial pour mener cette infiltration, et ce numéro a beaucoup circulé, donc j'ai eu beaucoup d'appels et de menaces qui ont été lancées sur mon répondeur.
Je reçois aussi beaucoup de messages très antisémites. Soit on pense que je suis juive et donc on m'insulte pour cela, soit on me traite de goy, d'agent judéo-servile de l'État sioniste ou ce genre d'insultes, de colibés. Donc effectivement, ça confirme en fait tout ce que j'ai expliqué dans mon enquête, c'est-à-dire un fond antisémite assez présent chez ces personnes. Particulièrement très inquiétant. Vous, Daniel, vous vouliez poser une question. Oui, est-ce qu'à l'occasion de cette immersion, ils ont parlé de leur lien avec le monde politique ? Oui, alors justement, moi j'ai pu côtoyer lors de cette immersion des élus de la France Insoumise qui venaient en fait faire des appels du pied à ce groupe très radical. Et ils leur disaient quoi ? Et ben en fait, c'est assez étonnant parce que voilà, une élue par exemple, j'ai fait une réunion avec la députée Danielle Simonet de la France Insoumise, qui elle a assisté à beaucoup de déclarations. Donc toute une soirée, on a expliqué que la résistance, que le 7 octobre c'était la résistance en action, qu'il fallait soutenir la résistance sous toutes ses formes. Et il y a eu une apologie du terrorisme, même du terrorisme en France, parce qu'il y a même un intervenant qui a dit il faut déconstruire notre vision du terrorisme à Gaza, mais aussi en France. Et elle a répondu, écoutez, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est pour la paix, et donc je ne demanderai pas un examen de conscience politique avant les manifestations. Mais en fait, il faut savoir que la France Insoumise, elle s'adresse à ces personnes radicalisées, mais elle peut même parfois être dépassée par leur radicalité, parce que eux trouvaient qu'elle n'était pas assez radicale. Véronique Jacquier. Non mais c'est intéressant, c'est-à-dire que la France Insoumise est dépassée par les gens qu'on voit dans la rue, et ça c'est intéressant. Pardon, j'avais juste une dernière question et après promis j'arrête de vous poser des questions. Est-ce qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde ou vous aviez l'impression qu'il y avait c'est quoi Est-ce qu'il y en a qui sont pétris de bons sentiments finalement? Non mais le centre de gravité des gens qu'on voit là, ou alors ceux qu'on ne voit pas mais en tout cas qui sont en sous-main et qui organisent toutes ces actions, il est où ce centre de gravité? Alors, ils sont tous sur la même longueur d'onde sur l'antisionisme radical, et ceux qui sont les plus modérés, ils vont se faire happer finalement par cette idéologie, ils vont arriver avec des bons sentiments, et puis ils vont se faire un peu enrôler dans cette idéologie. Et notamment, quand j'y étais, il y a eu un moment où ça a été un peu le moment où on a brisé le tabou sur la question des viols commis par le Hamas, parce qu'il y avait la question de est-ce qu'on condamne ou pas publiquement, et les chefs du mouvement ont dit, écoutez, on n'a pas le droit de condamner notre pilier numéro 3, parce qu'il y avait 5 piliers dans ce collectif, comme les 5 piliers de l'islam. Le pilier numéro 3, c'est le soutien à la résistance sous toutes ses formes. Donc c'était assez clair. C'est quoi ces fameux piliers, effectivement, aux autres? Alors il y a la libération de toute la Palestine, donc voilà, il y a le soutien à la résistance sous toutes ses formes, la lutte contre toutes les oppressions et la lutte contre pour la fin du colonialisme. Après, je les ai pas tous encore en tête. Peut-être je voulais voir avec vous, Pauline Condomine, nous voyons beaucoup de kéfiers, peut-être un petit rappel sur cette signification, des téléspectateurs peuvent s'interroger. Oui, effectivement, c'est un vêtement traditionnel et qui est utilisé très communément dans la lutte pour la Palestine comme un signe de ralliement. Et j'en ai vu effectivement beaucoup lors des réunions. On en achetait même en groupe pour les distribuer. C'est une lutte qui de toute façon utilise des symboles avec beaucoup de visibilité. Donc voilà. Pauline Condomine, Mickaël Sadoun nous disait un instant qu'effectivement il y avait un constat de la part de l'exécutif, mais rien n'est fait, notamment pour dissoudre ces associations. Et on le constate, c'est vrai que dans leur manière de communiquer, ces associations flirtent toujours avec l'antisémitisme, mais sans pour autant, il y a toujours des doubles sens, il faut derrière décrypter. Alors est-ce qu'il y a effectivement toute une réflexion autour des slogans, autour des communiqués qui vont être publiés, autour des mots d'ordre? Comment est-ce que cela se passe? Alors oui, déjà je voudrais rebondir juste sur cette question du constat de l'exécutif et de la dissolution. Suite à l'enquête qu'on a publiée dans Livre Noir, il y a le député Rassemblement National Julien Audoul qui a demandé la dissolution d'Urgence Palestine à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, parce que c'est une enquête qui est étayée aussi par des faits matériels, par des captures d'écran, des enregistrements, d'apologie du terrorisme, mais aussi d'incitation à la violence, parce qu'il y a un terrorisme intellectuel qui se traduit aussi par de la violence contre toutes les personnes qui voudraient dénoncer les crimes commis par le Hamas. Et donc on a des preuves de cette incitation à la violence par des membres de ce collectif. Et effectivement, je pense que c'est quand même important d'écouter les mots qu'emploient ces collectifs, parce que finalement c'est souvent assez clair. Quand ils se disent antisionistes, c'est qu'ils veulent que Israël disparaisse. Quand ils disent vive la résistance du peuple palestinien, forcément en fait ils désignent le Hamas, parce que le Hamas pour eux est la résistance. Alors effectivement ils vont pas employer le mot de juif, ils vont employer le mot de sioniste. Et puis il y a ce caractère antisémite, mais il y a aussi ce caractère où en fait la volonté est d'empêcher toute personne
qui va dire qu'Israël pourrait avoir le droit de se plaindre ou de se défendre, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont dénoncer les crimes commis par le Hamas vont être attaquées, comme on l'a vu à Sciences Po, où des élèves ont été empêchés de rentrer dans un amphithéâtre parce qu'ils étaient traités de sionistes. Donc effectivement, ils sont assez malins pour parler de sionistes, mais quand on explore un peu leur idéologie et leur manière de penser, on se rend compte que pour eux, et ils le disent très clairement, le sionisme c'est un complot. Et ça renvoie en fait assez clairement à tout l'historique du complot juif. Pour eux, les sionistes contrôlent le monde, contrôlent les médias, la politique, la finance et orchestrent en fait tout ce qui se passe politiquement. Et eux sont les seuls résistants face à ce pouvoir mondial hégémonique. Donc ils ont une mentalité assez particulière, très radicalisée et assez paranoïaque. Le wokisme qui vient se mêler à l'islamo-gauchisme, Pauline Condomine, comment ces différents courants de pensée arrivent à cohabiter? Parce que ça peut sembler paradoxal sur certains points. Comment est-ce que bien tout cela, finalement, fait une idéologie, l'islamo-gauchisme, le wokisme? C'est vrai que ça peut sembler paradoxal et moi-même, quand j'ai fait mon enquête sur beaucoup de groupuscules d'extrême gauche, j'étais pas tout de suite tentée d'aller du côté d'Urgence Palestine. En fait, j'ai été même contrainte assez naturellement parce que dans beaucoup de groupes dans lesquels j'étais, des groupes pro-immigration, des groupes écolos comme les Soulèvements de la Terre, qui est un groupe écologiste radical, il y avait des militants qui étaient tous à Urgence Palestine. Et donc on m'a même invité à rejoindre Urgence Palestine. Donc c'est là où il y a une vraie convergence des luttes. Et comment ça marche? Assez concrètement, il y a des compromissions forcément. Dans Urgence Palestine, il faut savoir qu'il y a un collectif féministe très radical qui vit dans ce mouvement et qui, de son côté, en fait, quand il fait des réunions, il organise des réunions interdites aux hommes cisgenres. Donc là, voilà, c'est un peu cette idéologie woke assez extrémiste. Et d'un autre côté, il est dans un groupe Urgence Palestine où on n'a pas le droit de condamner les viols commis par le Hamas. Et je me suis dit, mais comment tout cela peut cohabiter? Je me suis rendu compte qu'en fait, ces féministes qui sont dans Urgence Palestine sont même assez offensives pour ne pas condamner les viols commis par le Hamas. Quand elles retournent dans leurs propres réunions, elles expliquent à leurs camarades qu'il faut s'aligner sur cette position-là parce que le Hamas et les Palestiniens sont plus victimes que les femmes israéliennes et donc il ne faut pas servir la propagande israélienne selon elle. Et puis il y a autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est aussi qu'il y avait beaucoup de marxistes, notamment du NPA, de Révolution Permanente, et certains même qui pensaient très concrètement cette alliance, qui l'assumaient et qui disaient on va s'allier avec des éléments réactionnaires, des éléments islamistes, parce qu'il y en avait dans Urgence Palestine, et le Hamas est un mouvement islamiste, parce que il faut libérer dans un premier temps la Palestine grâce au Hamas, mais ensuite on finira la révolution du prolétariat pour vraiment finir la libération du peuple palestinien. Donc une alliance de circonstances, mais dans les faits, concrètement, ces marxistes dans le collectif, ce n'est pas ceux qui étaient à la tête du collectif. Ceux qui étaient à la tête du collectif, c'était les islamistes et les indigénistes du Parti des indigènes de la République, par exemple. Peut-être un risque aussi, Pauline Condomine, puisque vous avez, on le rappelle, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, infiltré une association pro-palestinienne. Et s'ajoute finalement à cet antisémitisme d'ambiance dans ces associations aussi une haine contre les policiers. Cela aussi, ça fait partie finalement de l'ADN, si je puis dire, de ces associations. Bien sûr, ça fait partie de l'ADN de ces associations. Beaucoup de gens qui sont engagés dans ces associations sont aussi engagés dans des groupes contre les violences policières très, très radicaux et contre la police. Et effectivement, il y a quelque chose qui est très préoccupant, c'est que ces groupes peuvent commettre des violences. Moi, j'y ai assisté à Urgence Palestine lors de la marche du 8 mars pour les droits des femmes. Il y a des membres d'Urgence Palestine que je connaissais et dont des leaders qui sont allés attaquer un cortège de féministes juives qui s'appelle Nous Vivrons et qui en fait dénonçaient les crimes commis par le Hamas. Et ce cortège a été exfiltré par la police et était aussi entouré d'un service d'ordre qui s'appelle le SPCJ, un service d'ordre qui protège la communauté juive. Et en fait, les militants sont attaqués aux forces de l'ordre, se sont attaqués au service d'ordre de ce cortège. Et ça a même été filmé, c'est-à-dire que le leader d'Urgence Palestine, qui s'appelle Omar Al-Soumi, a été filmé en train de jeter des bouteilles en verre cassé sur ce cortège, mais il n'a jamais été interpellé en fait et il n'a jamais eu de soucis. Il pensait qu'il allait être interpellé, même parce que j'étais en interne, il avait peur d'être interpellé, pris en flagrant délit, ça n'a pas été le cas. Et donc lorsque je me suis rendue à la réunion après cette manifestation, la réunion un peu de débrief, je me disais bon peut-être qu'ils vont remettre en question leurs actes, mais en fait l'absence totale de répression judiciaire a fait qu'ils ont été confortés dans cette violence et qu'ils se sont dit la prochaine fois il faudra qu'on soit un peu plus organisé. Là c'était une victoire parce qu'on a réussi à les exfiltrer de la manifestation, mais il faut qu'on soit mieux coordonnés, qu'on s'organise mieux entre nous pour mener ces agressions. Donc c'est très inquiétant et effectivement là, comme je le disais tout à l'heure, Julien Audoul a demandé la dissolution d'Urgence Palestine sur la base de ces faits-là.
Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse et je pense que ces groupes sont quand même observés de près par l'intérieur et donc c'est assez étonnant. Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning. Ouais, oui, bien sûr, mais bien sûr. Tiens, c'est vous, c'est toi les terroristes là, la con de toi là, retourne-toi là. Mais sans déconner, mais arrêtez votre délire là, vous manifestez, vous avez pas honte là? Vous avez pas honte? Free Palestine de quoi? Free Palestine! Occupez-vous de ce qui se passe dans le pays, vous cassez les couilles tout le temps comme ça. Et là tu me filmes toi en plus? Mais filme-moi! En direct, mais je m'en bats les couilles! Oh, vous nous saoulez en fait! Sans déconner, oh! Putain! Mais bah non, j'ai pas honte! Ah non, j'ai pas honte! Je suis chez moi ici, je suis chez moi, je suis en France! Teraz by ktoś wprost pani powiedział to, co o pani myśli. Wreszcie jest pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast. Odpowiada pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy i za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. On vous a couché! On vous a niqué! Voilà ce qu'on dit! Vous avez perdu, on est trop fort à gauche, on a l'amour, on a la fête, on a la joie, vous avez la haine, on est trop fort. Vous avez perdu, désolé. Et c'est des racistes! Voilà, c'est tout. Ils peuvent aller se faire enculer! C'est tout. Vous avez perdu! Vous avez perdu! Alors, démon! On va rester en France! Nous les boudous, nous restons ici! On reste ici! Voilà, on va rester là, les gars! Vous allez dire aux peuples européens qui vous êtes vraiment. Êtes-vous au service de ces peuples ou êtes-vous leurs bourreaux? Des millions d'Européens réclament la liberté. Allez-vous les en priver 5 ans de plus? Ou alors voulez-vous leur annoncer que vous croyez en eux, en leur intelligence, en leur créativité, en leur avenir? À Madame von der Leyen, je demande, que vous ont fait les Européens pour que vous les traitiez avec tant de mépris? Madame von der Leyen, vous n'avez aucune promesse, mais vous avez un bilan. Pensons-nous vraiment régler nos problèmes avec ceux qui les ont créés? Nous voterons donc 3 fois non. Non, car nous votons pour ceux qui défendent la liberté, jamais pour ceux qui la piétinent. Non, car nous votons pour ceux qui garantissent la prospérité, et jamais pour ceux qui précipitent le déclassement. Non, car nous votons pour ceux qui protègent les Européens, jamais pour ceux qui les exposent à l'immigration et à l'islamisation. Ce sera donc non. Je pense que vous avez raté, Mme Le Guen, l'occasion de vous taire, de me laisser parler. Pourquoi? Parce que je trouve ça drôle, venant d'une élue comme vous de la France Insoumise, de dire que le président s'assoit sur les institutions quand vous avez un ancien député condamné pour violence conjugale, Edouard Catanas, qui appelle à marcher vers Matignon. Ou M. Boyard, qui se revendique comme dealer, explique que lui aussi, ça le dérangerait pas. Des manifestations parce que, je termine, madame. Parce que c'est dans la Constitution aussi, vous avez aussi quelques problèmes avec la Constitution, monsieur. Les manifestations factieuses, oui, je suis pour qu'on les interdise parce qu'elles mettent en danger la France. Et donc, du coup, mais ça, pareil, vous êtes des habitués de braver les interdictions avec vos écharpes tricolores. C'est vrai, c'est vos habitudes. Monsieur Raphaël Arnaud, pareil, sur le plateau de BFM TV hier, j'ai écouté attentivement, dit que ça le dérangera pas non plus. Remarquez, pour un antifa fichesse pour son appartenance à la mouvance de l'ultra-gauche violente, c'est pas étonnant que ça le dérangerait pas non plus de braver nos institutions. Et je termine, madame, mais je sais que ça vous dérange, mais laissez-moi finir, c'est la démocratie. On n'est pas au Venezuela, ici on est en France et j'ai encore le droit de m'exprimer. Je crois que là, vous exprimez vous m'interpellez, je vous fais comprendre que j'ai pas peur de vous, c'est tout. Non mais attendez, juste là, il est 20h sur BFM TV, on évite de tous se parler les uns sur les autres. Mais allez vous terminer, Sarah Legrand, vous pourrez répondre dans un... Et vous aurez toute occasion de répondre juste après. C'est difficile pour l'extrême gauche de laisser parler les adversaires politiques. C'est parfois difficile pour l'extrême droite aussi. Non, j'ai écouté, M. Jamel, j'ai écouté.
Reconnaissez-moi ça. Alors, allez-y. Merci, soyez honnête. Et donc, je termine. Sur ces institutions que vous ne respectez pas, vous avez en plus aujourd'hui la CGT, qui sûrement est peut-être devenu le syndicat filial de la France insurrectionnelle, qui est, je pense, le nouveau nom de votre parti, qui appelle à mettre sous surveillance l'Assemblée nationale. Donc oui, madame, je suis inquiète pour nos libertés publiques. Les fascistes que vous dénoncez d'hier, aujourd'hui, je pense que c'est vous. Et nous, on n'a jamais bravé les interdictions de manifester décidées par des autorités de la loi, des préfets, avec des écharpes tricolores. Quand on fait la loi, on la respecte. Et finalement, le résultat que vous n'avez pas eu par les urnes, c'est-à-dire aucune majorité absolue, vous voulez l'avoir par effraction en rentrant à Matignon, et après ça sera quand même l'Élysée, ça sera quelle institution? Vous ne respectez rien, ni la police, ni ceux qui la défendent, ni ces institutions dont vous avez bordélisé le pays pendant 2 ans, l'Assemblée, la rue. Vous avez le sens du sacrifice ou c'est de la naïveté? D'abord, c'est quand c'est difficile qu'il faut y aller. On pouvait vous voir, Sarah Knafo, pendant la campagne présidentielle, au premier rang des meetings d'Éric Zemmour, réciter les discours en même temps qu'ils étaient prononcés. C'est vous qui tiriez les ficelles? C'était votre marionnette, Éric Zemmour, pendant la campagne présidentielle? Tu crois que c'est du respect, ça? Absolument pas. Alors absolument pas. Je pense que quiconque connaît Éric Zemmour peut seulement sourire à votre question. On connaissait au Rassemblement national la politique de père en fille. À Reconquête, la politique se fait en couple. La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. Sarah Knafo, il vous a pas échappé que je ne me soumets pas au suffrage des Français. Ça change quelque chose? Politique. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord que les accusations qu'on vous fait sont tout à fait injustes? Vous avez votre talent, vous avez votre talent propre. Alors si vous voulez, on peut aborder mon parcours. Attendez, excusez-moi, puisque vous êtes mettez en cause ma probité, ou en tout cas vous soulevez le fait que j'ai effectivement des membres de ma famille qui sont dans les médias. Ah ouais? Hi everyone, my name is Kai Masin Trump. I am the granddaughter of Donald Trump. I'm speaking today to share the side of my grandpa that people don't often see. To me, he's just a normal grandpa. He gives us candy and soda when our parents aren't looking. He always wants to know how we're doing in school. When I made the high honor roll, he printed it out to show his friends how proud he was of me. He calls me during the middle of the school day to ask how my golf game is going and tells me all about his. But then I have to remind him that I'm in school and I'll have to call him back later. When we play golf together, if I'm not on his team, he'll try to get inside of my head. I know. And he's always surprised that I don't let him get to me. But I have to remind him I'm a Trump too. Even when he's going through all these court cases, he always asks me how I'm doing. He always encourages me to push myself to be the most successful person I can be. Obviously, he sets the bar pretty high, but who knows, maybe one day I'll catch him. On Saturday, I was shocked when I heard that he has been shot, and I just wanted to know if he was okay. It was heartbreaking that someone would do that to another person. A lot of people have put my grandpa through hell, and he's still standing. Grandpa, you are such an inspiration, and I love you. The media makes my grandpa seem like a different person, but I know him for who he is. He's very caring and loving. He truly wants the best for this country, and he will fight every single day to make America great again. Thank you very much. Eh ben, je pensais aller dormir, mais en fait, je suis tellement en colère que non, je vais pas dormir, je vais faire une vidéo. Ça va me faire du bien, tant pis, vous m'écoutez pas, je m'en fous.
J'ai envie de remercier tous ces gros connards. Je m'en fiche. J'ai plus envie d'être sympa. J'ai plus envie d'être consensuel. Vous êtes vraiment des gros cons, mais vraiment des gros cons. C'est-à-dire que tous ceux-là qui ont accepté les mesures sanitaires de merde, qui ont accepté de se faire tester, de se faire vacciner pour aller au restaurant et qui nous ont fait le coup du front républicain encore et encore, eh bien écoutez, je vous dis bravo, démerdez-vous aujourd'hui avec votre pays, vous faites n'importe quoi, vous êtes des gros débile. C'est-à-dire qu'on vous avait prévenu, et puis résultat, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Madame von der Leyen est réélue, On a même Marion Aubry, qui dit qu'elle a un bilan désastreux, qui a été l'embrasser avec une grande accolade, pour la féliciter. Et puis, après avoir dépensé des millions dans des législatives, nous avons Yael Braun-Pivet qui redevient effectivement présidente de l'Assemblée nationale, donc c'est génial, on a fait plein d'élections, on a fait barrage au RN, on n'en a rien à faire, bientôt la France va être mise sous tutelle comme la Grèce, il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on a 3100 milliards de dettes que ce gouvernement a mis la France sur les rotules, et on a toujours les mêmes, et vous bronchez pas, parce que là c'est les JO, parce que là il y a les vacances, parce que là il se passe rien en France, le pays des grands résistants, des grands bouffons, vous êtes des grands bouffons. Et ben tu savez quoi, nous, ceux qui sont un peu éveillés, qui avons compris comment fonctionnait le système, on va faire notre petit monde, et puis vous allez vivre dans votre merde, c'est bien simple. Excusez-moi, mais là franchement j'ai plus de filtre, quand je vois tant d'abrutis qui nous refont toujours la même chose, et qui votent toujours la même chose, franchement à quoi ça sert? Vous savez pas juger, vous voyez les faits les uns après les autres, vous n'êtes pas capable de faire la synthèse d'un ensemble de faits. Macron, il pourra avoir mis tout le monde au chômage, il suffirait qu'il vous fasse des grands sourires à la télé, vous oubliez tout parce que vous êtes débiles. Je parle pas de ceux qui le suivent et de ceux qui sont évidemment d'accord avec moi. Heureusement, on a un peu quelques-uns, mais franchement la majorité, vous êtes des bouffons. Les gens qui parlent bien disent des castors, mais moi je vous le dis, vous êtes des abrutis. Vous êtes contents, le Front populaire il est bien. Et ben Madame von der Leyen, elle va bien j'allais dire une grossièreté tellement je suis en colère, elle va bien vous avoir, parce que l'Europe, l'agriculture, les paysans, les retraites, les services publics et tutti quanti, c'est l'Europe, et puis Monsieur Macron qui est le grand ami de von der Leyen, et ben il est content, il a remis sa petite Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale, il a fait des législatives, tout l'argent du contribuable, elle va payer tous les partis qui vont se renchérir avec ces élections législatives, que c'est 1,69 € par bulletin voté. Et puis quoi? Puis qu'est-ce qui se passe? Le Front populaire il serre pas la main au RN, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, la Marion Aubry elle a voté pour von der Leyen, et puis ça se trouve le RN ils ont permis à Yael Braun-Pivet d'être élu. Vous êtes des bouffons, c'est parti, c'est de la merde. Et de toute façon, si les gens ne se révoltent pas et si les gens ne bougent pas d'eux-mêmes, et ben restez dans votre apathie, restez dans votre petit monde de débiles, de bisounours. Quand vos enfants, ils devront payer toute la dette que vous leur avez laissée, vous serez bien contents. Vous êtes que des égoïstes, vous êtes que des bouffons. Voilà. Je suis désolée, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais franchement, fallait que ça sorte. Vous êtes des bouffons. Tous ceux qui me font le coup du front républicain, du front machin, vous êtes fait arnaquer comme d'habitude. Vous avez même préféré, pendant les élections, voter pour un chat que pour des vrais patriotes qui ne veulent que la paix et la richesse et l'abondance pour notre pays. Mais non, vous aimez bien Emmanuel Macron, parce qu'il est jeune, il est beau, comme Gabriel Attal. Oh oui, la jeunesse, ça fait rêver. Bande d'abrutis que vous êtes. Father, 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 help us, and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning. C'était magnifique à Notre-Dame, un aperçu de ce qu'était la France. Elle n'avait pas encore perdu son âme. Oh,
Giorgia Meloni qui veut en finir pour de bon. Après la France et l'Italie, en Russie, Vladimir Poutine prépare ses bombes nucléaires sur un monde déjà en ruine. Rien de tel qu'une bonne guerre. Tout ça, elle s'enfonce encore. Un peuple à la lecture qui ont pour chef Voldemort et les rabouniches cette pourriture. Voilà pour le 8 décembre, je vais aller voir la messe à Notre-Dame sans méandre, en pleine joie, en pleine liesse.